Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau numéro de Place au débat. Que se passe-t-il à la tête du patronat algérien? Y a-t-il un avant et un après Forum africain GIL FCE? Le patronat des jeunes est en pleine restructuration. Nous en parlerons avec un membre de son directoire, avec une journaliste économique également. Lors de la deuxième partie, nous parlerons évidemment de sport et de la désillusion au Gabon. Maintenant, place au débat. Bienvenue donc à ce nouveau numéro de Place au débat. Nous allons parler d'économie, de politique et d'économie politique avec ce qui s'est passé récemment, avec cette restructuration à la tête du FCE et notamment de GIL FCE, le syndicat des jeunes. D'abord, la bienvenue à nos invités. Bonsoir, Mélissa Romadi Belfarag, vous êtes journaliste économique. Vous êtes directrice du magazine Cap Algérie. Je le montre pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Cap Algérie, donc c'est un magazine, évitons le reflet. Voilà, c'est le numéro 9. Oui, exactement, numéro de janvier, numéro 9. Voilà, bonsoir Hakim Soufi. Bonsoir. Vous êtes le PDG de Masservi. Absolument. Mais pas que, parce que depuis quelques jours, vous êtes membre d'un comité, le comité de GIL FCE, donc, qui regroupe 4 personnes. Vous allez nous expliquer un peu ce comité au sein de GIL FCE. Il faut simplement expliquer que depuis donc, le mois de décembre, il y a eu beaucoup de polémiques, surtout après le Forum africain des affaires et de l'économie. Tawfiq Lorari n'est plus président de GIL FCE. Il y a un comité composé de 4 personnes. Expliquez-nous la composition de cette instance, Hakim Soufi. Alors, il apparaît comme évident qu'à un moment donné, vu le travail fourni par le président Lorari Tawfiq pendant l'année 2016 sur le GIL FCE, qu'il fallait mettre en place une nouvelle énergie, qu'il fallait insuffler une nouvelle énergie pour pouvoir aller de l'avant. Donc il a été décidé effectivement de mettre en place un comité qui permet l'émergence de qui permet l'activation de 4 personnes qui sont en l'occurrence par ordre de priorité et par ordre de présidence, puisque c'est une présidence tournante. C'est un comité qui est composé de 4 personnes avec présidence tournante. Donc on a Skandar Mohamed qui est le PDG du cabinet Breville, qui est un cabinet d'audit et c'est un cabinet d'audit. Ensuite, on a Sami Egli, qui est le PDG de Tamir Jazair, entrepreneur immobilier très connu sur la place. Ensuite, on a Mounia Chadi et enfin moi-même. Et c'est une présidence tournante qui va être prise pendant 6 mois pour arriver jusqu'à la fin du mandat de 24 mois du forum. Mais Salomadi, c'est une bonne décision de juste milieu prise par Ali Haddad, de comité, de nommer un comité directeur à la tête de GIL FCE? Cette décision est quelque part incompréhensible dans la mesure où GIL FCE disposait déjà d'un board composé de plusieurs personnes. Et parmi ce board, on a pris 4 personnes qui vont assurer une présidence tournante pendant tous les 6 mois. Bon, là, en tant qu'observateur, on n'arrive pas à comprendre pourquoi cette décision. Pourquoi ne pas carrément désigner un nouveau président qui va prendre en charge la gestion du GIL FCE. Maintenant, on nous dit que pour insuffler une nouvelle dynamique, effectivement, au sein du FCE, il y a un mouvement de restructuration qui a été initié depuis quelques temps, qui est justifié par les membres du FCE eux-mêmes, par la nécessité de revoir l'organisation complète du FCE, dans la mesure où cette organisation est passée de 200 membres à environ 3000 actuellement. C'est vrai que les chiffres qui sont publiés par le FCE lui-même parlent de 1800 entreprises, mais ayant discuté avec les membres, on parle actuellement de 3000. Ces 3000 personnes sont arrivées là d'un coup et on ne sait plus qui fait quoi. On a créé des commissions, oui. On a créé des délégations, mais on ne sait plus tellement qui fait quoi. Vous parlez de 3000 membres du FCE ? 3000 entreprises. On parle de 5000 actuellement. La question que j'ai envie de vous poser, Hakim Soufi, c'est Ali Haddad qui vous a téléphoné, qui vous a demandé donc de vous réunir et de composer ce nouveau board. Quels sont aujourd'hui les objectifs du président du FCE à travers ce comité directeur à GIL FCE?
Alors effectivement, c'est le président du Forum des chefs d'entreprise qui a entrepris cette restructuration. Pourquoi? Parce qu'il souhaite voir émerger des personnes qui seraient capables et d'avoir cette chance de pouvoir présider aux destinées pas d'un syndicat, comme vous l'avez dit, parce qu'on n'est pas syndicat, mais d'un forum qui regroupe l'ensemble des jeunes algériens. Ne pas avoir un seul président, ce n'est pas incompréhensible. Avoir 4 présidents, et ce n'est pas 4 présidents en même temps, c'est une présidence tournante. C'est comme un président tous les 6 mois. Un président tous les 6 mois. Ça va commencer par Mohamed Skandar. Absolument. Et donc, en fait, au contraire, ça permet l'émergence de nouvelles têtes, ça permet de voir comment de ne pas cristalliser une activité aussi importante et aussi excitante que celle du JLFCE à travers une seule personne. L'envie était justement d'éviter de cristalliser ça et de responsabiliser une seule personne. Non, c'est un comité. Ce comité, effectivement, comme vous l'avez dit, provient d'un board qui était déjà là et qui entourait le président du JLFCE. Mais il y a là une restructuration dans le sens où vous avez un comité, vous avez un board qui est encore plus enrichi puisque les 4 personnes qui sortent du board sont remplacées et le board est renforcé. Donc, ce qu'il faut voir ici, ce n'est pas autant que c'est incompréhensible ou pas. Pas du tout. C'est au contraire une volonté de faire mieux, une volonté d'insuffler une énergie et une volonté de donner la chance à des jeunes de se mouvoir dans un environnement qui n'est pas nécessairement le leur. Vous dites une volonté de faire mieux. Est-ce que Toufiq Lerari n'a pas fait mieux? Toufiq Lerari, qui était président de JLFCE, que nous avons reçu ici plusieurs fois, est-ce qu'il n'a pas fait mieux pour qu'on le remplace par un comité? Alors, la question de Toufiq Lerari, on va y aller directement et on va y aller de manière franche et assumée. Monsieur Toufiq Lerari a été un grand président. Monsieur Toufiq Lerari a fait du JLFCE ce qu'il est devenu aujourd'hui. Il a mis en place toute l'infrastructure, il a mis en place l'ensemble de la documentation, il a mis en place toute l'énergie nécessaire. À un moment donné, il a considéré, pour lui, pour ses membres, d'un commun accord avec tout le monde, il a considéré qu'il fallait qu'il se retire pour laisser la place à des gens, bien évidemment sous l'impulsion du président du forum qui commence la restructuration du forum par le JLFCE et après, il y a eu l'annonce qu'il allait avoir une sorte de commission qui allait revoir, et elle le dit très bien, il allait revoir le forum parce que justement, il y a eu un flux très important de nouveaux adhérents. Mais Salom m'a dit, je sens que vous n'êtes pas d'accord. Pas d'accord dans la mesure où actuellement le statut du JLFCE lui-même pose problème. Je parle du cas de Toufiq Lerari, bien évidemment. Bien sûr. Je préfère ne pas personnaliser trop le débat, je préfère aller vers le JLFCE en lui-même. JLFCE a été créé comme une sorte de sous-catégorie du FCE destinée, on va dire entre guillemets, pour les bébés entrepreneurs. Ah non, alors... Les entrepreneurs jeunes. Et là, je n'arrive pas, excusez-moi... Juste une précision, parce qu'on a souffert de ça justement. Ce n'est pas... Le JLFCE n'est pas le Kids Club. Ça serait irrespectueux vis-à-vis des adhérents de moins de 40 ans. C'est pas si mal, ça. Non, je suis désolé. Nous, on revendique en tant que jeunes entrepreneurs le statut d'entrepreneur, le statut complet d'entrepreneur. C'est l'âge qui diffère. Ça permettait de faire ressortir cette catégorie de jeunes qui est oubliée aujourd'hui au niveau de la société algérienne. Ce sont des TPE, PME, PMI. Donc dire que c'est des bébés, c'est insultant vis-à-vis des adhérents. Je me permets, je comprends. Entre guillemets. Je comprends ce que vous êtes en train de dire. Mais on est là, place au débat, mais je veux vous expliquer. C'est très important parce que moi, personnellement, j'aime et j'affectionne particulièrement nos adhérents. Et ce sont des gens qui ont beaucoup de qualité, qui ont beaucoup d'énergie à revendre. Et on a des choses, malheureusement, à cause de ça, on a des choses à prouver. Ce sont des TPE, PME, PMI qui sont le moteur d'une économie. L'économie allemande est basée sur ces TPE, PME, PMI. Donc dire aujourd'hui que c'est entre guillemets les bébés de... Non, pas du tout. Ce sont des gens qui ont du dynamisme, qui ont un statut, qui font des accords, qui vont à l'étranger, qui essaient de se battre et placer leurs produits en local et à l'exportation. Donc aujourd'hui, ce sont de vrais entrepreneurs. Je suis d'accord avec vous, c'est des entrepreneurs. Mais le fait est que le fait d'avoir basé le JLFCE sur la base de l'âge pose problème. Parce qu'en réalité, un JLFCE qui se serait plus préoccupé des problèmes de la PME, PMI, des startups, de la recherche, de l'innovation, c'est une chose. Et l'âge, c'est une autre chose. On peut être patron d'un grand groupe à 35 ans.
un oligopole à 35 ans. Est-ce que cette personne a sa place au GIL-FCE? On peut créer une PME dans le cadre d'une reconversion professionnelle à l'âge de 50 ans. Et à l'âge de 50 ans, on n'a pas sa place au GIL-FCE. Là, il y a un véritable problème. Là, vous remettez en cause complètement la constitution de GIL-FCE dans le cadre du FCE. Ça a été une volonté de Ali Haddad, comme l'a dit Hakim Sofi, de donner la parole aux jeunes entrepreneurs. Mais on a l'impression que c'est dans la tendance. C'est-à-dire, on veut donner, pour être dans l'air du temps, on va donner la parole aux jeunes et avoir la caution jeune du patronat. C'est beaucoup plus dans cette optique-là. Alors, le cas Toufiq Lorari, Melissa Romadi, vous avez dit qu'on ne veut pas parler des personnes, mais pour revenir sur ce qu'a dit Hakim Sofi, il a dit qu'il avait fait du bon travail, mais l'heure du changement a sonné. Est-ce que vous êtes d'accord sur ça? L'heure du changement a sonné. J'ai l'impression que ce changement intervient dans un contexte qui dépasse celui du FCE, un contexte beaucoup plus politique, qui suit un événement bien particulier. Il y a eu un incident du Forum africain de l'investissement. L'impression est nette que Toufiq Lorari a en quelque sorte été sacrifié par le FCE. Voilà, parce qu'on parlait déjà d'une démission de Ali Haddad le 17 décembre. Cette démission n'a pas eu lieu, souvenez-vous. Au contraire, il a annoncé un certain nombre de mesures. Et finalement, c'est Toufiq Lorari qui part. Est-ce qu'il part parce qu'il est président de GIL-FCE ou est-ce qu'il part parce qu'il est président du groupe Allégorie? Je pense que beaucoup plus, Toufiq Lorari, comme je vous l'ai dit, il a été sacrifié. C'est-à-dire que Ali Haddad sauve sa tête et on sacrifie Toufiq Lorari. Mais sacrifier GIL-FCE par rapport à ce qui s'est passé, le président du GIL-FCE par rapport à ce qui s'est passé au Forum africain de l'investissement est en quelque sorte malvenu. Pourquoi? Le Forum africain de l'investissement n'a pas été organisé par GIL-FCE. Il y a eu une organisation commune entre l'équipe de communication du GIL-FCE et il y a une partie qui a été sous-traitée par Allégorie. Et le ministère des Affaires étrangères, il ne faut pas l'oublier. Le ministère des Affaires étrangères, bien entendu. Oui. Donc, il y a eu toute cette cacophonie, toute une polémique. Et Ali Haddad, on s'est rendu compte que Ali Haddad voulait prendre une dimension plus large que celle qui lui est propre, celle d'un opérateur économique, du patron des patrons. C'est votre analyse? C'est mon analyse, c'est ça. Pour, en quelque sorte, rafistoler les choses, on sacrifie Toufiq Lorari. C'est sa faute, c'est lui. Alors, on parlera de ce sujet plus tard. Est-ce que vous pensez, Hakim Sofi, qu'il y a eu un avant et après Forum africain? Vous y étiez? C'était un succès, ce forum? Écoutez, il a le mérite d'avoir existé, il a le mérite d'avoir été fait et il a le mérite d'avoir été conclu. Je vous passe les détails sur les contrats qui ont été signés, je vous passe les détails sur... Plus d'une centaine? Oui, on en a eu 300 à peu près, qui ont été listés, qui vont être rendus publics par la suite. Mais je veux éviter toute polémique stérile. Messieurs, madame, il faut comprendre juste une chose. Le Forum africain a été le premier qui a été fait de cette dimension en Algérie. Nous avons réussi à avoir à diriger le regard de la plaque continentale africaine vers nous. On a réussi à avoir des invités de marque. On a réussi à avoir un buzz énorme sur les réseaux sociaux et vous savez bien que c'est aujourd'hui un véritable média et un influenceur. On a réussi à montrer une autre image que celle qui a été donnée à l'époque pour et par l'Algérie. Bon, ça, c'est une chose. Maintenant, pour répondre à la polémique, Toufiq Lorari, il y a eu avant, après, non. On ne dit pas polémique, c'est une question. Non, mais il y a eu... Non, il faut assumer les choses. Il y a eu une polémique, c'est les autres. Non, il y a eu une polémique, effectivement, il faut l'assumer. Il ne faut pas avoir honte de ce qui s'est passé. Il faut juste dire, effectivement, il y a eu des choses qui ont été faites, il y a eu des choses qui ont été revues, il y a eu des choses qui ont été remises en surface, etc. Mais il y a une continuité. C'est que maintenant, aujourd'hui, ce qu'on a, c'est qu'on a une restructuration qui est faite au niveau du GIL-FCE, qui fait que M. Toufiq Lorari s'est retiré et une équipe est arrivée. Maintenant, moi, ce que je veux vous dire, madame, c'est comme vous, par exemple, là, vous avez fait Cap Algérie. Vous regardez vers l'avenir, madame, vous ne regardez pas vers le passé. Nous, on regarde vers l'avenir. Cette jeunesse, elle veut regarder vers l'avenir. Elle ne veut pas regarder ni vers le passé, ni vers les polémiques. Elle veut construire son avenir. Comment voulez-vous construire l'avenir d'un pays si déjà, à la base, on pense à la polémique et on pense au problème, il y a eu un avant, il y a eu un après? Non, monsieur, ce qui est factuel aujourd'hui, c'est qu'il y a un GIL-FCE. Et ce GIL-FCE est en train d'essayer de fédérer l'ensemble des forces pour construire un avenir
avec le gouvernement, sous la haute autorité du législateur, pour pouvoir mettre en place un cadre législatif et réglementaire qui soit propice et incitatif aux TPE, PME, PMI algériennes. Et votre prédécesseur n'a pas pu faire tout ça? Mais non, il a mis en place les infrastructures. Vous pouvez pas. Vous savez, un enfant, pour qu'il commence à marcher, il faut qu'il fasse un pas. Pour qu'il fasse un pas, il faut bien qu'il titube, qu'il tombe, qu'il se relève. Et c'est de nos erreurs que nous apprenons. Et c'est de nos erreurs que nous allons construire notre avenir. Vous regardez trop vers le passé. Non, Madame je ne Omadi. regarde pas vers le passé dans la mesure où je vois qu'un président a été remplacé par un directoire. Et là, on a l'impression qu'il y a un petit peu d'hésitation. Est-ce que ce n'est pas plus démocratique? Non. Démocratique, ça aurait été plus démocratique d'avoir mis en place un GIL FCE sous forme élective, c'est-à-dire que le président est élu et que les structures en place seraient élues. Ça aurait été vraiment démocratique. Mais là, qu'on désigne le board, les chefs du GIL FCE, qu'on les limoge et qu'on les remplace par d'autres, là, à la base, ce n'est pas démocratique. Donc on ne peut pas parler de démocratie dans ce contexte-là. Voilà. Donc, je reviens vers mon idée. Si M. Lerari a fait du bon boulot, pourquoi le remplacer? Si ce n'était pas le Forum africain de l'investissement. Oui, pour clore l'épisode Tawfiq Lerari, pour passer à autre chose, évidemment, bien sûr, est-ce qu'on peut dire qu'il y avait, il faut le dire ou non, une campagne, un acharnement contre lui? Est-ce que vous le pensez, ça? Je ne le pense pas. Non. Je ne le pense pas. Bon, il y a eu un événement, il y a eu des fuites organisées pour situer les responsabilités à un certain niveau, mais bon, ce n'est pas arrivé non plus au niveau de la cabale. Alors maintenant, on va parler de GIL FCE, le nouveau GIL FCE, dont vous êtes le représentant officiel aujourd'hui sur ce plateau, puisque vous êtes 4, vous serez président dans 1 an et demi. Ah oui, dans 18 mois. Ça va faire très long. Non, mais il y a un travail qui est fait. En fait, vous savez, je vais vous dire, le statut de président, pour moi, est un statut, comment dire, c'est une marque, un titre, mais je ne le prends pas comme tel. Vous savez, on n'est pas président pour être président. On n'est pas là pour dire « je suis président ». D'abord, on n'est pas grand-chose. On est surtout des responsables de nos entreprises et surtout des gens qui sont bénévoles, volontaires et voulant faire quelque chose. Donc vous n'êtes pas payé en tant que membre du directoire? Bien sûr, évidemment que non. Il faut comprendre une chose. Le GIL FCE est composé maintenant aujourd'hui d'un comité de 4 personnes. Ces 4 personnes sont animées par une volonté qui émane de la volonté des adhérents. Et donc, on est en train d'essayer de construire quelque chose. On est en train d'essayer de construire quelque chose. Et je pense que les volontés tout autour de nous vont être positives parce qu'on veut fédérer et avoir un spectre très large d'adhérents et de partenaires pour ramener quelque chose aux membres. Donc, aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de construire quelque chose. On est en train d'aller de l'avant. On est en train de mettre en place des choses qui permettraient aux adhérents d'avoir des avantages et des avantages concurrentiels pour eux d'abord. Donc on part d'un comité pour arriver à essayer d'organiser quelque chose pour le propriétaire et gérant d'une TPE, PME, PMI. On est vraiment très précis, c'est des frappes chirurgicales qu'on veut faire. Il y a combien d'entreprises aujourd'hui membres de GIL FCE? On est 600 membres aujourd'hui. 600 membres. On est 600 membres en moins d'1 an. C'est le travail de Tawfiq et le travail de Là, c'est vous qui en parlez, c'est pas moi. Ah, j'en parle. Vous savez pourquoi? J'en parle parce que je veux rendre hommage au travail qui a été fait par le président Haddad, parce que c'est lui qui a lancé l'idée. Je veux rendre hommage à l'ensemble des vice-présidents qui ont promu cette opération. Je veux rendre hommage à Tawfiq Lerari parce qu'il a fait du travail. Et dans notre pays, il faut comprendre maintenant que quand on fait du travail, on peut aimer, on peut ne pas aimer. Mais il faut respecter le travail qui a été fait. Pour les gens, que ce soit les propriétaires, les gérants, tous ceux qui travaillent, il faut les respecter et il faut leur donner l'importance qu'ils ont le droit d'avoir. Bon, là, ce n'est pas une question de respect, c'est une question de constat, parce qu'on veut parler de bilan. En réalité, M. Soufi évoque le fait qu'il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont rejoint le réseau du FCE. De l'extérieur, on a l'impression nette que le FCE est passé de 200 membres à 3000 membres ou 5000 membres en moins de 2 ans. Pourquoi? Parce que ces personnes-là ont été attirées par quelque chose. Haddad, président du FCE, M. Ali Haddad bénéficie de réseaux, il peut faire du lobbying, donc ça peut être intéressant pour nous. Maintenant, si on va sur le plan du bilan, le bilan du FCE, du GIL FCE se pose avec acuité. Qu'est-ce qu'a fait le FCE et qu'est-ce qu'a fait le GIL FCE pour améliorer
la condition de l'entreprise et la condition de la production et de l'industrie et de l'emploi en Algérie. Parce que si on parle d'entreprise et on évoque les lois qui ont été passées et les améliorations, entre guillemets, qui ont été introduites sur le climat des affaires, oui, on peut en parler longuement. Des lois libérales, antilibérales? On peut pas Pro-anti-FCE? On ne peut pas catégoriser pro et anti-FCE. Ouais. Il y a des textes de loi qui ont été passés, qui ont été proposés par le FCE. Je parle par exemple de l'amnistie fiscale, des réformes qui ont été introduites en matière d'impôts fonciers, pour n'évoquer que ça. Pro-FCE? Je ne vais pas dire pro-FCE, ça a été proposé par Proposé le par le FCE. FCE, très bien. Proposé Ouais. par le FCE, et puis ça a été adopté par la suite par le Tout à gouvernement. fait, ouais. Mais moi, je me pose la question, quel est le bilan de ces entreprises, en réalité, en matière de création d'emplois, de production, de contribution au PIB, de production de richesses, d'industrie, d'exportation d'hydrocarbures, de substitution aux importations? Cette question reste posée. C'est-à-dire qu'on peut se poser la question de savoir est-ce que le patronat, notamment le FCE, contribue à changer la politique économique du gouvernement. Est-ce que c'est le cas, connaissant les bonnes relations entre Ali Haddad et le gouvernement, même si parfois Ali Haddad a critiqué certaines mesures du gouvernement en disant que le gouvernement ne fait pas assez. Est-ce que vous êtes d'accord? D'accord. Alors, partons du postulat, déjà, partons de la base. Parce qu'il faut savoir de quoi on parle. Parce qu'il y a des moments, madame, vous parlez du Forum des chefs d'entreprise et il y a des moments où vous parlez du GIL-FCE. Et des fois, on a l'impression que c'est pas la même chose. Bien sûr que ce n'est pas la même chose. C'est la même conception, c'est la même famille, Oui. mais c'est deux activités pas nettement différentes, mais qui se dirigent, qui ont une cible différente. Bon. D'abord, le Forum des chefs d'entreprise et le GIL-FCE, quel que soit X, ce sont des dispositifs de soutien. C'est une force de proposition et c'est une force de réflexion autour du sujet économique de l'Algérie. Et c'est un forum qui est apolitique. Madame parle de réseau. Madame, je vous dis oui, félicitations, effectivement, fallait le dire. Comment voulez-vous faire? Comment voulez-vous investir? Comment voulez-vous attirer des investisseurs? Comment voulez-vous rediriger l'économie si vous n'avez aucun réseau? Oui, madame, vous allez me dire, mais monsieur Soufi, on parle pas de réseau économique, ne jouez pas sur les mots, on parle de réseau politique. Vous parlez oui, à ma place. Pardon. Oui, non, mais je réfléchis à votre place. De réseau politique. Cher monsieur, le MEDEF, aujourd'hui, pour ne parler que du MEDEF. Le MEDEF en France. En France, effectivement. Oui. Mais le MEDEF, a-t-il l'écoute du gouvernement ou pas? A-t-il un réseau politique ou pas? Exactement. Bon. Mais la question n'est pas quelle là. Quelle est notre responsabilité alors? Si M. Haddad est venu et que les membres sont venus parce qu'ils savaient qu'il allait avoir ne serait-ce qu'une seule chance, au contraire, moi je trouve ça au contraire très c'est avec beaucoup d'émotion que je vous le dis. S'ils savaient qu'ils allaient pouvoir être sauvés par les réseaux du Forum des chefs d'entreprise, eh bien tant mieux, madame. Tant mieux, parce que je suis pour la sacralisation de la relation entre le gouvernement, la relation économique entre le gouvernement et les opérateurs économiques. Aujourd'hui, il n'y a pas que le Forum des chefs d'entreprise. Il y a d'autres organisations patronales à qui on doit rendre hommage. On ne les entend pas. On les entend pas on ne beaucoup, les entend Hakim pas Soufi. parce qu'il n'y a pas assez de Parce que vous marketing. prenez toute la place. Le FCE prend toute la place. Monsieur Drani, nous faisons un travail marketing. Nous travaillons, nous exprimons nos idées. Les autres organisations patronales à qui je rends hommage, pour lesquelles il faut respecter leur travail, ce sont des gens qui essayent de se battre, qui essayent de faire... En fait, on joue tous dans la même cour, dans le sens où on a tous quasiment les mêmes arguments. Simplement, ils sont portés différemment. Juste pour parler du bilan, parce qu'il faut rapidement. Oui, rapidement. 600 membres au niveau du GIL, pour revenir au GIL-FCE, 600 membres, 17 893 interactions sur les forums, notamment la plateforme Google+. Une plateforme business qui va être lancée pour avoir la relation fournisseur-client entre les gens du GIL-FCE et les gens du FCE. Le FCE aujourd'hui, c'est 5000 membres, c'est 25 milliards de dollars de chiffre d'affaires en Algérie. Voilà, madame, le poids et voilà, madame, le bilan du FCE et du GIL-FCE. Melissa Romadi. Je reviens sur ce que dit M. Soufi sur les réseaux. Il ne s'agit pas là de diaboliser les réseaux. On le sait, il y a toujours des réseaux, des connexions entre les réseaux d'affaires et le pouvoir politique dans tous les pays du monde. Aucun pays n'échappe à la règle. Ah bah la preuve, Trump. La seule différence, c'est la forme du système. Le problème qui se pose actuellement, c'est le système de redistribution des richesses. On est dans un système de redistribution de la rente et non pas dans un système de création des richesses.
Je vais vous donner quelques chiffres. Le gouvernement a accordé aux entreprises, dans le cadre des dispositifs Handi, CNAC, PME, ANSEJ, plus de 100 milliards de dinars d'exonération fiscale en termes d'IBS et franchise de TVA. Quand je regarde ensuite le bilan du ministère des Finances en termes de recouvrements fiscaux, je remarque une chose, c'est que l'IRG sur salaire occupe toujours le quart des contributions directes. Des recettes fiscales, pas des et la moitié des contributions directes. L'IBS, qui est du ressort de la fiscalité des entreprises, c'est à peu près la moitié de l'IRG. Et donc je me dis, si on accorde des avantages à ces entreprises, si on les encourage, si elles ont accès au marché, elles doivent bien rendre quelque chose, donner quelque chose, en termes de création d'emplois, en termes de recouvrements fiscaux, en termes de création de richesses. Mais est-ce qu'on peut dire, Mélissa Romati, quand même que le FCE, en tant que patronat, fait aussi son travail de porter la voix des chefs d'entreprise au gouvernement? C'est clair, oui. C'est clair. Là, il n'y a pas photo, c'est clair. Il y a du lobbying, un lobbying actif, et il porte les préoccupations d'un certain nombre de chefs d'entreprise envers le gouvernement. Et c'est profitable pour le pays lorsque ces entreprises ont l'occasion de créer par la suite des emplois, lorsqu'elles ont moins de charges fiscales. À condition que ces entreprises contribuent réellement à la création de l'emploi. Quand je vois aussi les chiffres donnés par le FCE lui-même, quand je vois certains secteurs industriels dans le baromètre du Forum des chefs d'entreprise, en 2016, je vois que toutes les activités sont en berne. Les perspectives de production et d'emploi pour les 3 prochains mois sont en berne. On a une baisse de moins 9 points pour les 3 prochains mois en termes de création d'emplois. Et je me dis, que font ces entreprises? On a souvent parlé, Hakim Soufi, on a souvent parlé d'un divorce à l'amiable entre gouvernement et patronat depuis le mois de décembre et l'affaire de ce forum africain. Mais en vérité, l'un ne va pas sans l'autre, gouvernement et patronat. On va parler plus tard du syndicat. D'accord. Alors, je vous réponds. Je vais vous répondre d'abord en mettant 2 choses bien au clair. Le FCE n'est pas le gouvernement. Ça, c'est dit par le président Haddad lui-même et c'est dit par le Forum des chefs d'entreprise. Et à la limite, il faut arrêter de parler de Haddad comme étant quelqu'un d'omnipotent, etc. Haddad est un chef d'entreprise et M. Haddad est le président du Forum des chefs d'entreprise et le Forum des chefs d'entreprise est une entité à part entière. Bon, ça, c'est le premier postulat. 2, vous parlez d'avantages fiscaux qui ont été accordés par l'État et qui ont été portés par le Forum des chefs d'entreprise. L'État n'a pas attendu le Forum des chefs d'entreprise pour donner les fameuses procédures. Je n'ai pas dit ça. Non, je suis d'accord. Mais je vais vous expliquer une chose parce que c'est très important. Il faut rendre hommage à l'État algérien parce que l'État algérien, sans le savoir, maintenant, ça c'est moi qui le dis, sans le savoir, a été le plus grand business angel que le Maghreb ait jamais porté. Il a, vous avez dit 100 milliards de dollars. Il a injecté. 100 milliards de dinars. De dinars, pardon. Ouais. Il a injecté. Ça fait un peu trop. Ouais, ça fait un peu trop. Il a injecté de l'argent dans la sphère économique pour pouvoir permettre à des jeunes entrepreneurs ou à des entrepreneurs de bénéficier de réductions fiscales, enfin de facilités, etc. et de bénéficier à un accès au crédit et au financement de leurs projets. Simplement, il faut comprendre qu'on a assisté à une formidable explosion de création de sociétés, qui est encore insuffisante aujourd'hui, et on a assisté à une création d'entreprises, des créations d'emplois, une augmentation des recettes fiscales, etc. Maintenant, madame dit, et elle a raison, elle dit, oui, mais les entreprises, elles le reçoivent, mais elles ne donnent rien en retour. Madame, lorsque vous avez, vous le savez, vous-même vous le savez, trop d'impôts tue l'impôt. Trop d'impôts tue l'impôt. Il faut revenir aux années 90-2000. On était sorti de la tragédie nationale. On n'avait rien. Et on n'avait même pas 3 conteneurs au large du port d'Alger. À l'époque, on recevait 12 milliards de dollars de recettes et on payait 10 milliards de dollars, fameuse rente, 10 milliards de dollars juste pour payer les intérêts de la dette. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'à un moment donné, même si on a eu la rente, elle a été redistribuée. Oui, elle a été redistribuée parce qu'il ne peut pas la redistribuer, l'État ne peut pas la redistribuer sur les individus, il la redistribue sur les entreprises. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné,
donné, on s'est retrouvé dans une situation où l'État algérien, effectivement, ne peut pas supporter, parce qu'il y a eu la commande publique, parce qu'il y a eu des commandes, les sociétés ont été soutenues par la commande publique. Il y a eu un geste très fort de la part du gouvernement actuel, de la part du Premier ministre Sellel, qui dit que lorsqu'une entreprise algérienne, de fonds algériens, parce qu'il y a des sociétés étrangères de droit algérien qui sont en Algérie, mais quand une entreprise locale algérienne, devant des étrangers, a 25% de plus sur un avis d'appel d'offres, eh ben on les prend eux. Madame, comment voulez-vous relancer la production, relancer la consommation si vous tuez les entreprises par une pression fiscale importante? Ce n'est juste pas possible. Je vous donne l'exemple de David Cameron en Grande-Bretagne. Il était arrivé avec une solution qui était diabolisée en disant « je vais baisser les impôts pour augmenter l'assiette fiscale » et non pas augmenter les impôts pour baisser la production et la consommation du marché. Et David Cameron qui a terminé son mandat avec le fiasco de la sortie de l'Union européenne. Brexit. Oui, alors vous avez ça c'est politique, c'est pas économique. Oui, mais c'est lié, c'est lié. Non, mais c'est clair, son bilan économique est clair. Là, il ne s'agit pas d'augmenter ou pas les impôts. Là, je pose le problème de la contribution des entreprises à la création de richesses. Il y a eu des impôts qui ont été baissés, certes, mais on attend toujours la contribution de ces entreprises-là. Madame, on est taxé à 60%. Excusez-moi. 60% de pression fiscale. Excusez-moi. Quand je vois les chiffres, dans cette situation de crise avec la baisse de la dépense publique, il est tout à fait normal que le secteur, qu'on enregistre une décélération au niveau du secteur du BTPH. C'est tout à fait normal. Bravo. Mais quand je regarde les autres secteurs, je vois que l'agroalimentaire est en baisse, les services sont en baisse, tout est en baisse. Je comprends une chose, c'est que toutes les entreprises nationales, en réalité, dépendent de cette dépense publique. Ce qui n'est pas normal, parce qu'en réalité, je ne comprends pas comment une entreprise agroalimentaire peut enregistrer une baisse de l'activité au moment où il y a une baisse au niveau du prix du pétrole. J'aimerais bien comprendre. Avant de passer à la deuxième partie de Place au débat, un mot sur les syndicats. Est-ce qu'ils jouent le rôle? Le FCE joue son rôle vis-à-vis du gouvernement. Est-ce que le syndicat principal, l'UGTA, le fait, ou on est quasiment dans la même perception de syndicat qui est toujours d'accord avec le gouvernement? Pour ce qui est de l'UGTA, je pense que c'est clair. La centrale syndicale, on est dans une logique de cooptation pure et simple. Maintenant, il y a d'autres syndicats. Il y a les fédérations UGTA qui jouent quelque part le rôle. Un peu plus indépendante? Non? Oui, je pense que sur certaines actions, elles sont un peu plus indépendantes pour porter la voix des travailleurs et aussi la question des syndicats autonomes. Mais la centrale syndicale en tant que telle, je pense qu'elle est toujours dans cette logique de cooptation. Est-ce qu'il y a un accord aujourd'hui entre l'UGTA et le FCE? Alors, je vais être très clair. Je pense qu'ils sont d'accord et je pense que ce n'est pas normal quand même, Hakim Soufi, que le patronat et que le syndicat soient sur la même longueur d'onde. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous expliquer. Il y a des débats très forts entre le syndicat UGTA et le Forum des chefs d'entreprise. Mais à la lumière de ce qui a été fait, il faut comprendre une chose. Où est-ce que nous voulons aller? Je pose une question. Est-ce que nous voulons aller toujours à la confrontation? Est-ce que nous voulons toujours tirer la couverture vers soi? Et est-ce qu'on ne peut pas enfin un jour, messieurs, madame, monsieur, est-ce qu'on ne peut pas un jour en Algérie être d'accord sur le fait qu'il faut sauver ce pays? Il faut le faire évoluer. Vous voulez quoi? Vous voulez que les syndicats fassent sortir les gens pour faire du bruit? Là, vous jouez sur la stabilité. Mais bien évidemment. En faisant peur aux gens, regardez ce qui se passe en Syrie, en Libye. Nous, on a besoin de stabilité. Je suis complètement apolitique, monsieur Drahani. Ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on a une chance incroyable. C'est que nous sommes au bon moment, au bon endroit, avec la bonne énergie. On a un marché local qui est en demande constante, croissante. On a des entreprises qui peuvent être capables de produire de telle sorte, peut-être même d'exporter vers notamment le continent africain pour aller ramener des recettes en devises. Ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, c'est qu'il faut un pacte social complet, générateur d'emplois, générateur de richesse, générateur de stabilité. Parce que sans stabilité, il ne faut pas se leurrer, on va l'assumer. Sans stabilité, on ne fera rien du tout et on reculera. Or, c'est ce que j'appelle le miracle algérien. Dans les fameuses années dont je vous ai parlé. Vous croyez vraiment qu'il y a un miracle algérien? Oui, il y a un miracle algérien parce que ce peuple est un grand peuple. Et c'était quand ce miracle? Ce miracle algérien, c'est quand nous étions seuls et que nous nous sommes battus et qu'il n'y a pas eu dislocation de la nation algérienne et qu'il y a eu au contraire une union de toutes les forces et les femmes ont été pour beaucoup aussi. Les femmes ont été le ciment de la société. Elles ont été là à défendre leurs droits, etc. Et je leur rends hommage. Et il y a eu les travailleurs, il y a eu les
Vous dites que vous êtes apolitique, mais c'est un discours très politique. C'est un discours politique. Pourquoi? Parce que c'est vous dire aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire fi de la politique, vous ne pouvez pas faire fi du gouvernement. Vous devez composer avec lui. Il a ses torts, nous avons les nôtres, mais il a ses avantages et nous avons les nôtres. Mélissa Lomadi, vous êtes trop sceptique, pessimiste. Il faut positiver selon les propos, bien sûr, et la conception de M. Hakim Soufi. Alors, bon, je ne suis pas pessimiste du tout, mais alors pas du tout, mais je pense que pour ce qui est des syndicats, il faut dire une chose, il ne faut pas non plus exagérer, dire qu'on va pousser les syndicats à faire sortir les gens dans la rue, ce n'est pas l'objectif. En tous les cas, avec l'UGTA, ce n'est pas près d'arriver. Ce n'est pas l'objectif, oui, mais il ne faut pas non plus fermer toutes les portes du dialogue, parce que quand on ferme les portes du dialogue, c'est là qu'il y a le risque. Et le fait que le ministre du Travail reçoive, il y a une dizaine de jours, les syndicats autonomes, c'est une première, l'UGTA a claqué la porte. Est-ce que c'est un signe positif, selon vous, que même les syndicats autonomes soient officiellement reçus par le ministre du Travail? Oui, bien sûr que c'est un signal positif dans la mesure où on élargit le dialogue et là, on est dans une posture où on veut écouter les gens, on veut écouter ce que tout le monde a à dire. Donc, ça ne peut qu'être que positif. Positif pour vous aussi? Vous savez, pour moi, le dialogue est toujours positif. Maintenant, officialiser, pas officialiser, l'essentiel, c'est qu'on s'entende, c'est qu'on discute et de la discussion jaillit la lumière. C'est au contraire, c'est une forme de sagesse du gouvernement. Merci Hakim Soufi, merci Mélissa Lomadi. On passe à la deuxième partie de Place au débat avec notre troisième invité. Voilà, on passe à la deuxième partie donc, de Place au débat et nous allons parler maintenant de sport. Nous ne pouvons pas ne pas parler de sport et nous recevons pour ça un journaliste sportif. Bonsoir Mahmoud Bougarmouh. Bonsoir Khaled. Vous êtes journaliste sportif, expert en sport aussi et vous présentez une émission, l'Alam, sur Radio M, tous les mardis ou 2 mardis par mois. Alors, même nos autres invités vont être interrogés sur le sport, Hakim Soufi aussi, et surtout vous, Mélissa Lomadi, parce que dans votre magazine Cap Algérie, vous parlez souvent de l'industrie du sport et je pense que vous avez préparé un dossier après le fiasco de cette CAN. Est-ce qu'on peut parler, sans être populiste ou démago, est-ce qu'on peut parler de fiasco concernant la participation d'Algérie à cette Coupe d'Afrique des Nations? Alors ça va être compliqué de ne pas tirer sur l'ambulance, oui. Mais oui, je pense qu'on peut parler. Il ne faut pas seulement de cette CAN, mais de toute cette après Gourcuff, voire de cette après Coupe du Monde 2014. Est-ce que vous pensez que les problèmes ont commencé après le départ de Christian Gourcuff? Oui. Pourquoi il est parti déjà? On l'a obligé à partir? Alors Gourcuff a choisi officiellement les raisons invoquées par Christian Gourcuff. C'est le travail quotidien en club lui manquait. Lui qui est un entraîneur de club, qui est vraiment un formateur. Mais officieusement, les vraies raisons sont Est-ce que la descente aux enfers a commencé à ce moment-là? Est-ce qu'on peut se poser la question comment une équipe peut faire un parcours important dans une Coupe d'Afrique en ayant 3 entraîneurs en moins d'1 an? Est-ce que c'est normal ou est-ce que le fiasco était prévisible? Non, c'était complètement prévisible. Gourcuff avait commencé à construire quelque chose. On avait une identité de jeu, on avait un fond de jeu, l'équipe avait une âme. C'était une équipe qu'on aimait voir jouer. Et avec le départ de Gourcuff, effectivement, déjà, les joueurs, ça a été un coup au moral pour les joueurs qui appréciaient Gourcuff, il y avait une affinité dans le jeu. Gourcuff avait cerné le type de jeu algérien, entre guillemets. Du coup, ça se passait très bien. Son départ a été un premier coup porté à l'équipe nationale. Et ensuite, avec le coach suivant, où les rapports étaient quasiment inexistants avec son groupe, un autre changement de coach avec l'arrivée de Georges Likens. Et voilà, du coup. Et Georges Likens qui a démissionné mardi. Exactement, Georges Likens qui a démissionné donc mardi matin, au lendemain de l'élimination en Coupe d'Afrique, après ce match amical contre le Sénégal. Son départ aussi était prévisible, sachant que des objectifs lui avaient été assignés, qu'il devait, dans son contrat, se qualifier en demi-finale au moins, faire partie des 4 meilleures africaines. C'est loin d'être le cas. Quels enseignements peut-on tirer de ce fiasco, Mahmoud Bougarmouh? Alors les enseignements, ils sont nombreux. Je ne sais pas si on a 2 ou 3 heures quelques minutes seulement pour les détailler, mais les enseignements sont nombreux. La continuité et aussi travailler sur le fond en Algérie, avec nos clubs, former des joueurs ici
La continuité également au niveau du management de cette équipe nationale. Les joueurs aussi, hein, on a entendu parler sur les plateaux télé, tout le monde tirait sur la fédération, sur l'organisation Oui, on du va en football. parler parce qu'il y a eu une campagne. Oui, allez-y. On va en revenir, mais Oui. les joueurs aussi ont leur part de responsabilité. Hein. J'ai l'impression qu'on se retrouve avec un groupe de caïds qui fait un petit peu la loi. Le départ du coach précédent est un choix des joueurs qui ont demandé clairement son départ. J'ai l'impression qu'on se voit un petit peu trop beau, un petit peu trop fort et qu'il faudrait dégonfler un peu. Un peu comme au les FCE, chevilles. il y a des caïds au FCE et c'est eux qui décident. Non, c'est pas le cas. Vous trouvez que je suis un caïd? Non, non, absolument pas. Comment vous avez vécu cette Coupe de la Fédération, Hakim Soufi? Beaucoup de déceptions, j'imagine. Évidemment, mais bon, moi je suis un optimiste par nature. Moi je me rappelle, je n'oublie jamais le passé. Et je n'oublie jamais, parce que c'est comme ça qu'on construit notre avenir. Moi j'oublierai jamais le bonheur qu'on a eu avec cette fédération et avec l'équipe nationale qu'on avait et qu'on est parti en Coupe du Monde, qu'on a fait le Soudan. Oui, C'était 2010. C'était magique. Mais moi je crois aussi au cycle. Il y a toujours, dans la vie d'un homme, dans la vie d'un club, dans la vie d'une entreprise, il y a des cycles de croissance, il y a des cycles de décroissance. Monsieur a donné une analyse extrêmement fine et je trouve qu'il est frappé du coin du bon sens. C'est que vous avez dit, faut pas aller taper sur la FAF, sur la fédération, il faut aussi taper un peu sur les joueurs. Et ça, c'est beau parce que ça responsabilise aussi le joueur en lui-même, la personnalité des joueurs qui se retrouvent en étant un peu trop imbus de leur personne éventuellement. Quoique, vous avez des gens qui sont quand même assez trop sur d'eux, à mon sens. Maintenant, effectivement, moi j'ai été, nous en tant que compagnie d'assurance, on a été sponsor de la fédération. Je pourrais jamais remercier, vraiment remercier le président de la FAF de nous avoir donné cette opportunité parce que c'est grâce à ça qu'on a eu une visibilité. Donc, d'un côté, j'ai vraiment beaucoup de joie de me rappeler de ce qui s'est passé, beaucoup de déception de voir ce qui est en train de se passer, mais beaucoup d'espoir dans ce que je crois qui va être construit parce que le président de la FAF, M. Raouraoua, est un roc, c'est une montagne et c'est quelqu'un qui va la faire monter. Vous n'êtes pas d'accord avec ce que va dire Hakim Soufi. Nous y reviendrons. Juste une question pour Mélissa Romadi. Vous avez préparé quelque chose dans votre magazine sur cette, défaite On prépare quelque chose sur la gestion des fédérations beaucoup plus. Sur le plan économique. Et on soupçonne qu'elle n'est pas très opaque, si? C'est problématique. La gestion des fédérations est problématique. Les questions de financement, les bilans, là où va l'argent, la question de la formation, les subventions d'État. Est-ce que la Fédération algérienne de football est transparente? Est-ce qu'elle a un fonctionnement transparent, la FAF? Bon, elle peut présenter des bilans, mais la question demeure dans la gestion de l'argent du sponsoring. Parce qu'on sait pertinemment que la FAF a bénéficié de milliards de la part de sponsors dépassés un opérateur téléphonie mobile notamment privé. ceux de Maservi, je présume. On ne va pas dire 2 milliards. Hein. On est petit face aux opérateurs téléphoniques. Hein, il y a eu il y a eu Mobilier aussi, autre sponsor majeur, parce qu'il y a d'autres sponsors comme le groupe Benamor, Peugeot, Puma, etc. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas où va cet argent, exactement. Même dans le contrat de sponsoring, ce n'est pas très, très bien spécifié. Est-ce que vous comptez sur la collaboration de la FAF dans l'exercice de vos fonctions pour établir une enquête pareille? Est-ce qu'ils vous ont déjà répondu? Très peu. Très peu. C'est-à-dire qu'en réalité, ça fonctionne en oui-dire. D'accord. C'est beaucoup plus des oui-dire. Ça va peut-être changer avec ce qui s'est passé au Gabon, Mahmoud. Si je peux me permettre, les fédérations sportives n'ont aucun compte à rendre, ni à vous, ni à moi, ni à vous. Elles ont, si je peux juste finir, elles ont des comptes à rendre à leur assemblée générale. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, M. Raouraoua est responsable devant son assemblée générale. Si l'assemblée générale, les bilans moraux et financiers sont validés et approuvés chaque année. Si la fédération de football n'est rien d'autre qu'une association. Voilà. Donc, son bilan approuvé par son assemblée générale et tout est OK. Une association indépendante aussi, et s'il y a une ingérence de l'État, là, la FIFA peut intervenir et sanctionner le pays. Ça a été le cas dans d'autres pays. Il y a aussi autre chose, c'est-à-dire que quand on parle de football et de financement, je ne vais pas parler des fédérations, mais je vais parler des clubs en général et du financement du football en général. À partir du moment où il y a un centime de l'État qui est versé, ces gens-là sont obligés de rendre des comptes.
parce qu'il y a de l'argent du contribuable là-dedans. Oui, mais si Donc, l'Assemblée générale aussi ne parle pas de cette voie, donc qui peut intervenir? Oui, Mahmoud. Et la fédération, il faut savoir que la fédération algérienne de football ne touche pas de subventions depuis plusieurs années, hein, et sur financement propre, donc par le sponsoring, par les droits télé, parce que redistribue la FIFA et la les Confédération clubs, oui. africaine de football. Mais les clubs, Clubs, oui. oui. Mais les clubs, oui. Ouais. Alors, parmi les conséquences de cette défaite à la Coupe d'Afrique des Nations, il faut rappeler que l'Algérie ne s'est pas qualifiée pour le premier tour, avec 2 défaites, avec 2 matchs nuls et 1 défaite. La démission du sélectionneur national. Depuis quelques jours, comme il y a eu une campagne notamment contre Toufiq Lerari, on sent qu'il y a une campagne aussi contre Mohamed Raouraoua. Est-ce que c'est le début de la fin, selon vous, du président de la FAF, qui pendant des années a été indéboulonnable et intouchable, Mahmoud? Effectivement, les langues se sont Oui, déliées soudainement. On n'avait pas vu ça depuis quelques années. Oui. Et effectivement, il y a une petite odeur de faim pour M. Raouraoua, mais rien ne nous dit que la prochaine Assemblée générale, prévue dans 1 ou 2 mois, le confirme dans ses fonctions. Est-ce que la FAF est responsable de cette défaite, de ce fiasco au Gabon? Toujours. On est responsable des résultats de son équipe. Oui. Et on peut revenir sur les choix. Effectivement, vous parliez de M. Raouraoua. Il y a du bon dans le bilan de M. Raouraoua, c'est sûr. Il y a aussi du moins bon, notamment sur le choix des hommes, sur le choix de Likens. Peu de gens diront que ça a été un bon choix. Hein. Pour vous, c'est un bon ou un mauvais choix, Georges Likens? Un mauvais choix, clairement. Pour quelle raison? Clairement un mauvais choix. Georges Likens n'a rien prouvé Oui. par le passé. Oui. On peut voir, vous savez, tout est consultable maintenant. Vous pouvez voir son bilan de match, son CV. Et il n'a rien fait, effectivement, y compris avec la Tunisie. À la limite, on prend même pas en considération son passage en Algérie qui a été très bref il y a quelques années. Mais Georges Likens n'avait pas le CV et l'étoffe d'un homme qui peut aspirer à être champion d'Afrique ou finaliste d'une Coupe d'Afrique ou mondialiste. Juste une question, pardon Mahmoud, juste une question. Dans le contexte économique et social actuel qui est difficile, on peut dire que le pouvoir compter sur un bon parcours de l'équipe nationale pour faire oublier les difficultés quotidiennes, Melissa Romadi, économiques surtout? Effectivement, l'équipe nationale a toujours été cet exutoire. C'est-à-dire qu'on oublie un petit peu ses frustrations. Et là, c'est plus possible. Il y a pas. Mais j'aimerais bien dire une chose, c'est-à-dire qu'on personnalise en quelque sorte le débat sur la personne de Raouraoua, sur les choix de Raouraoua, sur Likens, alors qu'on devrait voir plus profondément qu'est-ce qui a cloché dans le système dans son ensemble. Parce que cette défaite, c'est en réalité l'échec d'un système. On n'a pas d'équipe. On le dit toujours, on n'a pas d'équipe nationale. On a de belles individualités, certes, Oui. mais on n'a pas d'équipe Alors, nationale. il ne nous reste pas beaucoup de temps. On va parler aussi d'une polémique qui a éclaté au début de cette Coupe d'Afrique des Nations et vous allez l'expliquer. C'est concernant les droits télé, puisque, comme vous savez, pour la première fois, la télévision algérienne a décidé cette année de ne pas acheter les droits télé, parlant de prix exorbitants. Est-ce que la télévision algérienne a eu raison, Mahmoud, et expliquez-nous un petit peu le fonctionnement de ce mécanisme d'achat de droits télé. La fédération algérienne a eu clairement raison quand on voit les résultats de ne pas acheter Heureusement. ses droits télé. Hein. Ça aurait Voilà. été un investissement à perte, si je peux Ils ont le dire comme ça. senti la défaite ou Je non? ne sais pas s'ils ont senti. Bon, effectivement, cette année, les droits étaient assez chers. Hein. On a parlé de 16 millions d'euros. C'est un choix stratégique. Le NTV a décidé de pas mettre cette somme, a jugé qu'elle ne les amortirait pas et que ça ne lui apporterait rien de spécial dans sa stratégie. Moi, je trouve la position de l'ENTV logique, hein, au final. Oui, Habib Toufi. Si je peux me permettre, je rejoins votre avis, mais je vais plus loin. On est dans une situation où la politique du gouvernement est justement de faire des économies sur certaines dépenses. D'accord? Donc l'opérateur, parce que c'est un opérateur économique aussi, hein, le NTV, a décidé de ne pas acheter ses droits. Et moi, je trouve que c'est une décision qui est une décision d'abord réfléchie et économiquement viable. Ouais. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter d'être à la solde de gens qui viennent parce qu'ils savent, vous savez, on dit la religion est l'opium du peuple. Nous, notre opium, c'est le foot. Et le fait est qu'ils ont senti, eux c'est des hommes d'affaires, hein, ils ont senti ceux qui nous fournissent ces droits et qui nous vendent ces droits, ont senti l'affaire. Mais cette fois, c'est pas passé et ça ne passera pas. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter. Prochaine étape de l'équipe nationale de football pour les qualifications à la Coupe du Monde, ce sera quand?
la prochaine étape dans quelques mois avec Ouais. ces matchs contre la Zambie, les deux Zambie. premiers matchs contre la Zambie, puis Ouais. le retour contre le Nigeria et le retour contre le Cameroun. Mais pas trop d'illusions. Et ça va être très hein. difficile et peut-être ça va la être Coupe très d'Afrique en difficile. 2019, et qui sait. Merci Voilà. beaucoup Mahmoud Bougarmour, vous êtes journaliste Merci sportif, à vous vous. présentez l'émission L'Alam sur Radio M. Merci à vous Mélissa Roumadi Belfarag, vous êtes la directrice du magazine Cap Algérie qui en est à son numéro 9. Et dans cette semaine, vous avez parlé des herboristes, de la poudre de perlimpinpin. Je devine qui a choisi ce titre. Merci beaucoup Hakim Soufi, vous à êtes le vous. PDG de Banservi et membre du comité de GIL FCE. Vous serez président de GIL FCE dans très exactement 18 mois. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce numéro de Place au débat. On se retrouve vendredi prochain.